merci au Lexoum également de permettre aux jeunes chercheurs de présenter l'état de leurs travaux. Et merci à vous aussi d'être ici ce soir. Passé cette salve de remerciements, je tenais à m'excuser par avance de la légèreté de ma présentation PowerPoint. Voyez-vous, j'ai rendu la moitié de ma thèse il y a 2 jours. J'ai pas eu le temps de faire un gros avancement de ce côté, mais j'espère que le fond saura combler cette carence de forme. S'agissant du recours judiciaire aux normes techniques, dans un cadre d'harmonisation des pratiques judiciaires, il s'agit d'une théorie qui est inhérente à mes travaux. Ces travaux qui portent sur la thématique des neurosciences et du droit, et plus particulièrement de l'utilisation judiciaire de l'imagerie cérébrale à titre de preuve et d'expertise. La techno-judiciaire, ça signifie que je vais parler de technologie, et l'imagerie cérébrale matérialisera ici la technologie principale dont je vais parler. Je vais également vous parler un petit peu de génétique. Au reste, qu'est-ce que l'imagerie cérébrale ? Tout simplement l'imagerie médicale qui est appliquée au cerveau. Donc, des technologies qui permettent de regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. On en distingue 2 types. L'imagerie structurelle qui va permettre de regarder une coupe du cerveau, de l'ossature du cerveau, de l'encéphale. Et l'imagerie fonctionnelle qui va permettre d'observer de façon dynamique le métabolisme cérébral, l'activité cérébrale. Vous en connaissez certaines, l'IRM, le PET scan, l'électroencéphalogramme, etc. Je vais scinder ma présentation en 2 temps. Une première qui va concerner l'imagerie cérébrale et le judiciaire, pour vous exposer un petit peu les différentes façons de recourir à l'imagerie cérébrale au judiciaire et les controverses que ça pourrait soulever. Et dans un second temps, l'apport de la norme technique au sein de ce contexte de controverse, quel serait leur rapport pour pallier aux effets controversés de la technique. Alors, dans un premier temps, l'imagerie cérébrale et le judiciaire, je vais vous exposer un petit peu les potentiels qu'il y a de l'imagerie cérébrale au judiciaire. Je distingue classiquement, de façon extrêmement synthétique, 2 sortes d'applications au judiciaire de l'imagerie cérébrale, une positive et une prospective. Une positive, celle qui a lieu actuellement dans les tribunaux, et une prospective qui a plus tendance à être futuriste. Concernant les applications positives et celles qui ont lieu actuellement et qui sont passablement diffuses, l'application de l'imagerie cérébrale en justice, elles concernent essentiellement des diagnostics médicaux. L'objet, le schéma typique sera d'identifier une anomalie cérébrale, ça peut être une lésion, une tumeur, et de la lier à un fait générateur. Donc comprenez, ça sera au civil, sur le terrain de l'imputabilité. L'exemple typique qu'on a, qui est actuellement assez, pas en vogue, mais ça se voit un peu dans la jurisprudence, c'est tout ce qui a trait aux accidents de la route. On va avoir un accident de véhicule motorisé, après lequel le sinistré va montrer un trauma crânien ou des lésions cérébrales qui vont, elles, entraîner des séquelles. Les séquelles, ça va être par exemple une perte motrice d'un membre, il ne pourra plus utiliser son bras droit, ou alors il sera tout simplement hémiplégique, tétraplégique s'il n'a vraiment pas de chance. Et le but de l'imagerie cérébrale et de l'expertise neuroscientifique qui va interpréter l'image en tant que telle jouera sur le terrain de lier tous ces éléments entre eux. Donc la séquelle à l'apparition du trauma, à l'accident de voiture. Donc on est vraiment sur le terrain de l'imputabilité. Et au civil, on ira plaider le locrum cessans et le damnum emergens, le manque à gagner et la perte d'une chance. On trouve également, pour les applications qui ont lieu à l'heure actuelle, des exemples en droit des successions. Alors le schéma, il est assez simple, c'est celui d'un héritier qui se sentirait lésé, qui va agir en nullité d'une libéralité, qui a été faite, ça pourrait être une donation entre vifs par exemple, et l'héritier lésé ferait valoir l'abolition du discernement du décujus, du défunt, celui qui a fait l'acte en question, lors de l'émission de l'acte. Et pour fonder sa prétention, il va faire valoir une image cérébrale qui sera contemporaine de l'émission de l'acte et qui montrera par exemple une grosse tumeur en plein milieu du cerveau qui signifiera que papy à l'époque il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait à cause de cette tumeur. Et bon, là il y a une petite limite technique, c'est qu'à l'époque, au moment où l'héritier lésé agira en justice, le décujus, le défunt,
il sera défunt depuis un bon bout de temps, et ça ne servira pas à grand chose de lui faire un scanner à ce moment-là. Donc il faudra un scanner qui date de l'époque. Ça sous-entend que le Decujus aurait été hospitalisé à cette époque-là. Voilà pour les quelques exemples d'applications positives. Là, je vais vous donner des exemples d'applications prospectives ou futuristes. C'était un peu déclenché, ok. Les applications positives, elles font nettement plus parler d'elles, les applications prospectives de l'imagerie cérébrale au judiciaire. Elles ne sont pas utilisées à ce jour en justice ou alors de façon extrêmement marginale, et elles sont généralement traduites directement de la recherche neuroscientifique par la doctrine en question. Quand je parle de doctrine, c'est la doctrine en neurosciences et droit, neurodroit. Et concernant les applications, contrairement à ce que je viens de vous décrire, on touche nettement plus à la chose criminelle. Alors globalement, la rationalité qui va être cherchée derrière ces utilisations, ça va avoir trait à l'explication neurobiologique d'un fait criminel, au sens large, le fait criminel. Alors il y a vraiment des recherches pour tout et n'importe quoi. On pourrait regarder, c'est un exemple qui revient assez fréquemment, on pourrait par exemple regarder ce qui se passe, on pourrait regarder ce qui se passe avec un imageur dans le cerveau d'un criminel notoire, comparer le résultat avec ce qui se passe dans le cerveau d'un non-criminel, d'une personne saine, entre guillemets, et éventuellement, dans le cas d'une pluralité d'acteurs, de tirer des statistiques des deux observations et de comparer un petit peu les résultats. Bon, alors comme ça peut paraître absurde, mais je vais vous donner un exemple qui est assez parlant, voire assez caricatural, qui nous provient directement des États-Unis. C'est une recherche qui a été menée il y a quelques années. L'objet était de regarder un petit peu ce qui se passait dans les cerveaux de pédophiles. Alors, il y a une équipe de chercheurs qui a mené toute une étude en amenant un IRM à côté d'un centre de détention, je ne sais plus dans quel état c'était. Alors, il y avait un IRM à côté d'un centre de détention et on a fait passer 2 types de sujets dans l'IRM. Un premier type, c'était des pédophiles notoires, des gens qui avaient été condamnés pour pédophilie. Et on les a mis dans le tube IRM et on regardait ce qui se passait dans leur tête pendant qu'on leur montrait des images d'enfants tout nus avec des sons évocatoires. On a fait exactement la même chose avec le deuxième groupe. Le deuxième groupe était des individus sains, non pédophiles. On a obtenu des résultats, on a fait les statistiques des 2 groupes et on les a comparés et on s'est aperçu effectivement que les pédophiles avaient plus tendance à avoir des zones autres qui s'illuminaient, qui s'activaient pendant le visionnement des clichés en question. Et ces zones-là étaient connues pour être reliées au plaisir sexuel, à l'excitation. Alors, on serait tenté d'analyser ce genre de résultats de façon radicale et extrêmement réductionniste, en tout cas c'est ce qui transparaît de certaines doctrines, d'extraire les résultats de leur contexte et de dire bon bah allez, on met toute la population humaine dans un IRM, on leur montre les photos d'enfants, et si la mauvaise partie du cerveau s'illumine, on met tout le monde en prison. On est assez loin de ce genre de cas, mais il faut savoir qu'à ce propos, la recherche en neurodroit, elle est vraiment bouillonnante à l'état international. Il y a des manifestations de l'imagerie cérébrale prospective un petit peu moins radicales qui sont vraiment à la porte des prétoires et qui existent par exemple à l'état consumériste. Un exemple qui transparaît assez au sein de la doctrine, c'est également un exemple américain. C'est là-bas qu'on trouve les plus belles perles. C'est 2 sociétés américaines qui commercialisent des tests IRM à titre de détection du mensonge. Alors le schéma est assez simple. On va mettre quelqu'un dans une IRM et on va regarder ce qui se passe dans sa tête quand il répond à oui ou non à une question qu'on lui aura préalablement posée. Et selon les activations qu'on va observer dans son crâne, à ce moment-là, on pourra juger de la véracité de ses propos. Donc, synthétiquement, on pourra dire s'il ment ou non. Alors, c'est des tests qui coûtent évidemment extrêmement cher pour une fiabilité scientifique inexistante, voire nulle, mais qui sont tout de même commercialisés. Alors, c'est pas utilisé en justice. Enfin, à ma connaissance, ça n'a pas dépassé le stade de l'admissibilité judiciaire. Mais ces sociétés ont tout de même des clients. Alors, pour la petite anecdote, j'avais lu que c'était surtout des couples qui allaient voir cette société. Et la femme mettait le mari dans l'IRM, ou l'inverse, et lui posait la question fatidique de savoir si, oui ou non, il était bien au travail jusqu'à 23h la veille. Donc voilà, à quoi peut servir ce genre de société. Alors ces exemples sont un petit peu atypiques, voire caricaturaux, j'en conviens. C'est pour vous montrer qu'on serait tenté de faire dire tout et son contraire grâce à une technique qui est objective en apparence.
au moins dans un contexte scientifique. On aurait une image qui serait toute belle en apparence et qui viendrait cacher un discours extrêmement discrétionnaire, voire subjectif. D'autant qu'il faut noter qu'au sein de la sphère neuroscientifique de développement, qui va émettre les études en question, auxquelles vont être rattachées toutes ces pratiques, c'est pas une sphère qui est uniforme, c'est vraiment une sphère qui va être composée d'un tas de disciplines. Alors, il y a des biologistes, des médecins, des psychiatres, des psychologues, etc., qui vont tous s'intéresser aux neurosciences et qui vont avoir des épistémologies, des réflexes doctrinaux, des théories qui seront toutes différentes et qui vont irriguer toute la recherche qui sera menée en aval. Donc ça fait qu'on a des études neuroscientifiques qui existent, qui portent sur le même objet, mais qui peuvent être contradictoires. Alors, les consensus sont assez rares, hein, il y a peu d'accords et donc aucune standardisation de ce genre de pratique. Et pour reprendre l'exemple de l'image qui reproduit un scanner ou la mesure dynamique d'un métabolisme cérébral mesuré, on pourrait faire jouer des couleurs et des zones d'activation qui ne correspondent pas vraiment à des standards. On pourrait mettre dans une étude du vert, du bleu, du rouge sur un rendu, sur une image de cerveau pour dire bon bah voilà c'est telle zone qui s'active selon telle échelle, et ça ne correspondrait pas forcément à une échelle prédéfinie par un standard. Pourtant les utilisations sont déjà commercialisées, comme je viens de vous dire, pour les 2 sociétés américaines, où il y a d'autres exemples aussi, et commencent à être mobilisées en justice, même si à l'heure actuelle et au sein de la jurisprudence canadienne, on passe difficilement le stade de l'admissibilité pour des questions de préjudice que pourrait induire l'image en tant que telle sur le jury, par exemple, ou sur d'autres acteurs, mais c'est le jury qui est le plus exposé. Et le jury qui serait subjugué devant le résultat en apparence totalement objectif, alors que ce résultat viendrait maquiller un discours scientifique instrumentalisé. Et la question étant, finalement, comment concilier l'aspect quelque peu anarchique des études en recherche et développement neuroscientifique, qui ont potentiellement une application judiciaire, avec leur possible instrumentalisation. Et ça m'amène à ma deuxième partie sur les normes techniques. Sur les normes techniques. Plutôt que d'évoquer davantage de stratification juridique et de rigueur procédurale, je me suis tourné vers un projet de normes techniques existant en génétique. Alors au préalable, qu'est-ce qu'une norme technique ? Bien que le pluralisme séduise de plus en plus, surtout sur des sujets touchant aux nouvelles technologies et aux technologies émergentes, notamment à l'école de Montréal, il s'agit d'une forme de normativité qui peut être confondue avec d'autres normes, types de normativité, notamment par certains chercheurs. C'est absolument pas le cas ici, évidemment. Voire ça peut être un type de normativité qui peut être ignoré, voire totalement rejeté par certains juristes. Alors, je vous ai mis une définition de l'AFNOR, une agence française de la normalisation. Je vais synthétiser. Il s'agit d'une forme de normativité para-étatique et privée, ce qui explique l'ignorance, voire le rejet d'une certaine partie de la doctrine juridique pour des défauts de juridicité. C'est pas du droit, ça provient pas de l'État, il n'y a pas de sanctions, etc. C'est privé. C'est d'ailleurs là-dessus que porte l'essentiel. Une grosse partie de la petite documentation qui existe en droit sur les normes techniques, ça porte sur la juridicité des normes techniques, s'il y en a une ou s'il n'y en a pas. Alors pour synthétiser, pour vous dire ce que c'est des documents qui sont émis par un institut de normalisation agréé et qui va être défini par un objet d'action, par une zone d'action géographique, nationale, régionale, internationale, voire mondiale. Par exemple au Canada, le Centre canadien des normes qui siège à Ottawa, dont le siège est à Ottawa, où on pourrait citer l'ISO qui est la plus connue, qui est l'Organisation internationale de standardisation, qui est à Genève, qui elle traite des projets de normes internationaux. Les instituts de normalisation peuvent être aussi identifiés par leur objet d'action. Là-dessus on cite généralement le Codex Alimentarius, qui va traiter des normes en agroalimentaire pour l'industrie agroalimentaire. Et c'est un institut de normalisation qui appartient à une espèce de forme hybride entre les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors une norme technique, ça fonctionne par accréditation ou certification. Une fois que le service ou le produit répond aux standards qui existent dans la norme, il pourra demander la certification et ainsi accéder au marché standardisé. Alors c'est un outil économique avant toute chose, un des buts étant de maximiser la circulation des services et des produits par l'harmonisation des standards sur un marché donné. Et au reste, quel rapport y a-t-il
avec le judiciaire et l'aspect controversé de certaines technologies et de leur application judiciaire. En fait, il faut savoir que pour émettre une norme technique, il faut passer par un consensus des acteurs intéressés. Alors ça implique deux choses sur le plan judiciaire, enfin sur le plan de la construction de la norme. Ça implique que les acteurs intéressés participent de façon effective à la construction de la norme. Et une des conséquences, d'autre part, ce serait que ces acteurs-là arrivent à discuter à un moment donné entre eux. Ils arrivent à un point de dialogue qui est effectif. Et une des difficultés qu'a l'imagerie cérébrale à s'imposer comme fiable, comme judiciarisable en tant que technologie, c'est justement que personne dans la sphère neuroscientifique n'arrive à dialoguer. Les différentes disciplines qui sont présentes ont vraiment du mal à s'entendre. Et s'agissant de l'apport des normes techniques au judiciaire, je fonde l'analyse sur un projet de norme qui existe en matière génétique, l'utilisation des analyses ADN au judiciaire. Alors il y a eu un projet de norme en 2012 qui a été émis par un pays européen, c'est la Pologne je crois, et qui a été repris par un deuxième, ou les Pays-Bas, ou alors c'est l'inverse, Pays-Bas puis Pologne, et qui a été abandonné par la suite et qui cherchait à harmoniser deux protocoles qui existaient. Le premier protocole qui avait trait à la récupération et à la récolte du matériel génétique sur une scène de crime, mais le second protocole qui correspond au traitement de ce même matériel dans un laboratoire. Alors le projet de norme technique cherchait à harmoniser ces deux-là et à créer un pont entre les deux. Il a été abandonné parce que l'Allemagne avait du mal à assimiler ça avec sa forme en Länder, et le Royaume-Uni faisait blocage parce qu'il y avait un projet de norme interne qui était sensiblement équivalent. Alors le projet de norme il y a eu lettre morte pendant un certain temps, et il a été repris par l'Australie, qui l'a porté au niveau mondial, à l'ISO international, avec un apport extrêmement important. Alors le projet de norme à l'état actuel, il existe encore, et il est encore en construction, et il contient le projet d'harmoniser les deux protocoles dont je vous ai parlé, avec le pont qui est créé entre les deux, mais également de proposer une extension de la certification au-delà du laboratoire. L'idée, ça serait de proposer une norme technique qui couvrirait jusqu'à la présentation des résultats entre les mains du juge. Alors c'est un apport extrêmement important qui permettrait à une normativité privée et para-étatique de pouvoir verrouiller une production scientifique effectuée en laboratoire pour le judiciaire entre les acteurs du procès par voie de certification. Donc il y a énormément de monde qui serait intéressé et qui sont déjà intéressés par une telle norme, un tel projet de norme. Police scientifique, experts, avocats, juges. Mais il y a également des acteurs industriels, comme dans tout bon projet de norme, des fabricants de véhicules qui sont propres à cryogéniser le matériel pour le transporter au laboratoire, ou alors encore des fabricants de pipettes. Il y a deux gros effets principaux à un tel projet de norme, que pourrait avoir un tel projet de norme. Un premier, ce serait propre à la coopération interservices entre deux laboratoires qui n'auraient pas a priori les mêmes protocoles pour traiter un matériel génétique, pour même le récolter. Mettons qu'il y a un laboratoire polonais qui devrait travailler avec un laboratoire russe pour un fait de criminalité internationale, et les deux laboratoires n'utilisent pas les mêmes pipettes pour récolter. Je sais pas moi, en Russie ils utilisent des pipettes de 7 et en Pologne des pipettes de 5. Tout ça intervient en amont de toute recherche qui sera produite, et toute la recherche qui sera faite et les travaux qui seront effectués sur les échantillons ainsi récoltés sera irrigué par ces différences de contenance de pipettes. Donc c'est des petites choses dans tout le protocole qui peuvent créer des grosses difficultés d'interprétation et de traduction d'un laboratoire à l'autre. Donc là-dessus, ça toucherait la coopération interservices de façon assez effective. Le deuxième apport, c'est que ça permettrait également une meilleure lecture de la technologie et surtout des protocoles suivis par les acteurs du procès. Les avocats, les juges, le jury et même l'expert qui parfois n'est pas forcément capable d'expliquer comment on est arrivé à un tel résultat au niveau de concordance de deux profils ADN par exemple. Quel est le stade actuel de la norme? C'est toujours en développement, toujours piloté à l'ISO par l'Australie. Donc on attend. C'est extrêmement long. Et quelle extension un tel projet de norme pourrait avoir à l'imagerie? On est extrêmement loin d'une proposition qui toucherait une coopération interservices ou de lutte contre la criminalité internationale.
L'idée serait d'abord en premier lieu d'opter pour une norme technique dite fondamentale qui viendrait poser des éléments définitionnels. L'idée, c'est d'aboutir in fine à un consensus et la mise en dialogue des différents acteurs de la recherche, par exemple, sur des notions qui sont fondamentales. Par exemple, ce qui est un artefact, quand on fait une expérimentation par IRM ou par imagerie au sens large, c'est un élément qui est extérieur au test et qui viendrait perturber le test et qui pourrait donner un faux positif. Et bah, toutes les disciplines n'ont pas forcément le même rapport à l'artefact. Il y a des échelles qui varient. Ça peut être du vent, un son, du métal magnétisé, ce genre de choses qui peuvent venir fausser les résultats et donner des faux positifs. Alors, bon, ça serait extrêmement gênant en judiciaire d'avoir différentes notions du faux positif. Donc, un des apports d'une norme, ça pourrait être éventuellement ce genre de problématique, de régler ce genre de problématique. Un autre apport possible de la norme technique, ce serait concernant l'instrumentalisation des couleurs et du rendu par image qui pourrait venir porter préjudice à certains acteurs du procès, notamment en jury, ce qui vaut la plupart des rejets à l'heure actuelle par les tribunaux canadiens. On pourrait par exemple prévoir une norme qui prévoit les couleurs à utiliser selon les échelles d'activation d'un cerveau lors d'une IRM. Ouais, voilà, c'est lors d'une IRM, ça permettrait d'abaisser un petit peu ou de définir le seuil de préjudice que pourrait causer une image. Alors voilà, en quelques mots, ce que pourrait donner une norme technique appliquée à ce genre de controverse soulevée par une technologie émergente. Alors c'était extrêmement synthétique. Pour conclure, la proposition de réguler l'entrée d'une technologie dans les prétoires, d'une technologie émergente par une standardisation privée, permettrait, comme je vous ai dit, d'apporter certaines réponses à des problématiques qui se posent, mais n'en soulève pas moins des questionnements vis-à-vis notamment de la question du financement de la norme. Une norme privée par étatique, ça se finance par des acteurs privés. Donc là-dessus, il y a quelques questions qui se posent quand même, parce qu'on va quand même prévoir une norme qui s'applique aux judiciaires. On ne parle pas de services ou de produits qui vont se vendre sur un secteur donné. Et également, une question qui est importante, c'est l'évolutivité de la technologie en tant que telle. Est-ce qu'une norme technique, vu la longueur et le coût en ressources que ça demande, est-ce qu'elle pourrait prendre en compte l'évolutivité de la technologie telle qu'une IRM par exemple? À l'heure actuelle, on a vraiment des évolutions très rapides. Est-ce qu'une norme technique pourrait être à même de capter ce genre d'évolution? Alors voilà en quelques mots l'état actuel des travaux sur lesquels je travaille, sur lesquels je planche à l'heure actuelle. Et